Donc, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je vais essayer de continuer dans cet élan, dans la même direction, à peu près. Mon exposé sera divisé en deux parties, en gros. Il y a une première partie qui sera plutôt générale, un peu historique, et une deuxième partie qui sera beaucoup plus technique, mais pas trop non plus, quand même. Moi, je suis généticien au départ et un peu embryologiste, et donc mon approche va de la paillasse vers la théorie. J'espère qu'à la fin de mon exposé, vous verrez que l'approche de Jean-Jacques, qui est plutôt du côté théorique, si je peux me permettre, va rencontrer le mien au milieu. Donc, j'ai donné le titre un peu bizarre, quelle force pousse l'embryon à se développer. J'aurais pu dire aussi quelle force pousse une cellule à se différencier. Et en effet, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi un embryon se développe? Pourquoi un ovocyte commence à se diviser, faire plusieurs cellules? Et pourquoi ces cellules commencent à se différencier, former un organisme, etc. Alors, évidemment, cette question un peu naïve, comme ça, a été déjà posée pas mal de fois au cours de l'histoire. Et d'emblée, je peux vous dire que la réponse qu'on apporte à cette question actuellement est la réponse génétique. Nous avons un modèle génocentrique, pas héliocentrique ou géocentrique, mais génocentrique. Donc on part du gène et on essaye de tout expliquer par le gène. On peut parler donc d'un déterminisme génétique que je peux diviser en déterminisme génétique dur ou mou. Et nous allons voir un peu ça en détail comme point de départ. Alors, en ce qui concerne le déterminisme génétique dur, j'ai pris ici des citations de deux personnes bien connues. François Jacob, prix Nobel, justement pour l'échafaudage de ce paradigme de génétique dure. Et j'ai pris un évolutionniste aussi, John Maynard Smith, qui est un évolutionniste très très connu. Et cette citation date d'il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à la citation de François Jacob. L'essentiel ici, c'est que les généticiens et les évolutionnistes aussi considèrent que les gènes portent sous forme codée toutes les instructions nécessaires pour construire un organisme vivant. Ça, c'est vraiment dur. C'est-à-dire que vous avez le génome et tout y est. À partir du génome, vous pouvez prédire comment doit être un organisme et comment il va se développer. Pareil pour les citations de François Jacob, je ne vais pas les lire pour aller un peu plus vite. L'idée ici, c'est un développement de l'idée qui était présente dès le XVIe siècle dans la réflexion sur le vivant, qu'on appelle le courant préformationniste. Et selon ce courant, on imaginait que la raison pour laquelle les descendants ressemblent à leurs parents, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà un petit être préformé dans les gamètes qui est là, et en fait, ce petit être préformé ne fait que grandir. Et donc, il est évident qu'un chien fait des chiots, un chat fait des chatons, etc. Un homme fait des petits humains. Tout simplement parce que l'être est déjà préformé. Alors, ça nous fait sourire un tout petit peu. Ce sont des dessins que j'ai pris de livres de Leeuwenhoek, le découvreur de microscopes, qui a fait des observations tout à fait scientifiques. C'est-à-dire qu'il a vu avec ses propres yeux dans son microscope les petits homuncules assis dans la tête de spermatozoïdes. Il les a dessinés même ici. Donc, ce sont des observations scientifiques, si vous voulez, qui confirmaient la théorie de préformationnisme. Alors, évidemment, on ne va pas s'attarder sur cette théorie, mais c'est juste pour vous dire que
ça pose un problème logique énorme parce que s'il y a un petit être déjà préformé dans le spermatozoïde ou dans l'ovocyte, ça peut expliquer parfaitement pourquoi le descendant ressemble à ses parents, à son parent. Mais ça signifie aussi que dans cet être préformé, il y a aussi des gamètes, et dans ces gamètes, il y a aussi des petits homuncules qui sont là, et ces petits homuncules ont aussi des gamètes, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc on a un problème logique. D'où vient tout ça? Quelle est l'origine de tout ça? Alors, c'est une contradiction plus métaphysique que biologique, donc nous allons arrêter à ce stade pour examiner cette question. Je voudrais plutôt enchaîner sur cette idée selon laquelle le déterminisme génétique actuel n'est rien d'autre qu'un développement, l'évolution, si vous voulez, pour le jeu de mots, de préformationnisme. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est un être préformé qui est présent dans les gamètes ou dans la cellule, c'est un programme génétique ou un code génétique qui est présent. Donc tout y est déjà sous forme codée. Et ce qui est dans les gamètes, c'est une représentation codée de l'être qui doit se former à partir de ces gamètes. Donc j'ai pris ici pour illustrer l'idée que si vous connaissez donc ce qui est dans l'œuf, vous pouvez imaginer comment doit être l'oiseau à la fin. C'est la raison d'être de tous les programmes de séquençage de tous les génomes qui existent au monde actuellement. C'est de dire que voilà, si on séquence l'ADN humain, on saura comment fonctionne l'organisme humain. Nous savons que c'est un échec total parce que ça a apporté beaucoup de choses, les programmes de séquençage, mais nous ne savons toujours pas comment se construit l'organisme multicellulaire ou même un simple virus, comment fonctionne un simple virus. On ne peut pas déduire à partir de la séquence de son génome. Mais disons, l'idée de déterminisme dur est sérieusement ébranlée par les résultats même de la science, parce que, comme je disais, décoder le génome, ça ne suffit pas. En même temps, la question reste ouverte, donc comment les cellules se différencient. Et là, je reviens un tout petit peu en arrière. Évidemment, l'idée de la différenciation, c'est qu'on peut présenter ça sous forme d'un arbre généalogique, si vous voulez, où tout part avec une cellule souche qui est non différenciée, et puis cette cellule commence à se diviser, et puis elle prend des décisions, et selon ces décisions, elle va choisir aller dans une direction ou dans une autre, et donc elle va finir par se différencier dans des cellules, dans des types cellulaires très différents. Alors, selon le paradigme donc, de déterminisme dur, ces choix se font de façon programmée par le programme génétique. Une cellule souche, elle sait, entre guillemets, qu'elle est non différenciée, et puis elle sait aussi à quel moment elle doit prendre la décision de se différencier ou de continuer à proliférer sous forme de cellules souches. Mais comment se font ces choix? Et puis il y a, pour expliquer cela, il y a donc cette théorie génétique, mais il y a aussi une immense quantité d'observations embryologiques et cellulaires qui montrent que ces choix ne se font pas aussi clairement que ça. Il y a beaucoup d'incertitudes dans tout ce processus, et donc il faut au moins inventer quelques épicycles pour expliquer pourquoi c'est la Terre qui se trouve au milieu et pas le Soleil. Vous connaissez certainement ces histoires d'épicycles. Dans le modèle géocentrique, vous avez la Terre au milieu et tout le reste tourne autour de la Terre. Alors quand c'est la Lune, c'est très simple pour décrire. Effectivement, quand c'est le Soleil, c'est aussi très simple à décrire. Mais si vous commencez à observer les autres planètes du système solaire, et quand on fait des vraies observations, on voit que ce n'est pas du tout sur une trajectoire circulaire que ça tourne autour de la Terre, mais il fait des petits bonds comme ça, ce sont des épicycles, on les appelle des épicycles. Donc il faut introduire cette idée d'épicycle pour pouvoir garder la cohérence du modèle initial.
Donc, une sorte d'épicycle comme ça a été inventé dans les années 40-50 par les embryologistes. Et je cite ici le nom de Conrad Waddington. C'est un très grand embryologiste et généticien qui a beaucoup réfléchi à la question et c'est lui qui a proposé l'idée de paysage épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une métaphore visuelle, si vous voulez. Imaginez que vous avez ici la cellule souche que je vous ai montré au départ, et puis les choix sont des petites vallées comme ça dans un paysage incliné, et donc la cellule progresse vers le bas par la gravitation, elle roule sur la pente, et puis en arrivant à une bifurcation, selon les circonstances du moment, il va passer à gauche ou à droite. Donc évidemment, il y a des fluctuations. Il y a aussi l'environnement qui de l'extérieur va faire bouger un peu les choses. Et puis les choix se font donc selon un programme, parce qu'il y a deux vallées, à gauche ou à droite, et selon les circonstances du moment. Donc c'est une métaphore visuelle que Waddington a proposée pour essayer d'incorporer dans l'idée d'un programme génétique toute l'incertitude qu'on pouvait observer dans les cellules, parce que nous savions qu'à partir d'une cellule, on peut aboutir ici, ou ici, ou ici, ou ici, et selon les circonstances, les conditions expérimentales, ou selon les conditions dans lesquelles se font l'observation, ça peut arriver, et c'est difficile à prédire à l'avance. En même temps, il avait une idée assez claire aussi, encore une fois sous une forme de métaphore visuelle, comment les gènes interviennent dans ce processus. Pour lui, les gènes déterminaient comment ce paysage était construit. Donc vous avez ici le même paysage, peut-être pas le même, mais en tout cas un paysage similaire, vu par en dessous cette fois-ci. Ce sont des dessins de Waddington. Et les gènes sont des piquets qui sont reliés avec une espèce de toile d'araignée à des points indifférents de ce paysage. Et en fait, ce que cela veut symboliser, c'est que à la fois la surface est déterminée par les gènes, mais il n'y a pas une correspondance simple de 1 à 1 entre un point de paysage et un gène, parce que tous les gènes interagissent entre eux, ça on savait depuis très très longtemps, on n'avait pas besoin de découvrir la structure de l'ADN pour cela. Et donc ces interactions sont en principe symbolisées par tous ces fils qui s'entrecroisent et qui sont entreliés, et ensemble ils déterminent la forme de ce paysage. Donc vous avez à la fois le paysage qui est déterminé génétiquement, et puis comment la cellule descend sur ce paysage, c'est déterminé aussi parce que la cellule va toujours vers le bas, et aussi selon les circonstances, elle va choisir tel ou tel parcours, une trajectoire. Cette idée qui était proposée par Waddington il y a 50 ans, un demi-siècle, il était un peu oublié, et puis ces derniers temps, on commence à ressortir cette idée de nouveau. Et là, je fais référence aussi à ce que Jean-Jacques vous a présenté sur les réseaux des gènes. Donc maintenant, l'image de programmation génétique des processus de différenciation et développement passe par les réseaux génétiques. Les gènes interagissent entre eux, effectivement. Les protéines codées par les gènes interagissent, nous savons tout ça. On peut même construire des schémas théoriques de leur interaction. Et on peut même déduire sur la structure de ces réseaux à partir des observations, par exemple, de profils d'expression génique en utilisant les technologies les plus modernes. Et on peut déduire sur des schémas théoriques et proposer des modèles qui font référence au paysage épigénétique de façon indirecte cette fois-ci, parce que quand on parle des réseaux, les réseaux peuvent avoir plusieurs états, une multitude d'états, comme vous a dit Jean-Jacques. Alors, tous ces états n'ont pas exactement la même probabilité de se produire. Et les différents états, on peut attribuer à des probabilités ou des fréquences à des différents états avec lesquels ils se produisent. Alors, la science de résologie est extrêmement développée, surtout depuis l'Internet, parce que les mêmes schémas théoriques et les mêmes outils mathématiques peuvent être appliqués à n'importe quel type de réseau, que ce soit le réseau social, le réseau physique, les connexions aériennes ou tout ce que vous voulez. Et donc, les réseaux des gènes aussi sont des réseaux de ce type. Et ces réseaux-là donc, peuvent être caractérisés par un espace
de phase, c'est-à-dire que l'espace multidimensionnel mathématique qui définit tous les états possibles de ce réseau. Et dans cet espace, il y a des points privilégiés qui peuvent se produire plus souvent et qui sont plus stables que les autres. Ce sont des états attracteurs. Et donc, l'idée maintenant, et c'est là où la métaphore waddingtonienne ressurgit de nouveau, c'est que, en fait, il s'agit maintenant, ce n'est pas une métaphore visuelle, mais une métaphore mathématique, si vous voulez, que vous avez un paysage qui est tridimensionnel ici, mais dans la réalité, il a une dimension, donc on ne peut pas représenter une dimension sur un papier, donc on le dessine en 3D, en 2D pour représenter en 3 dimensions. Et on imagine que, en fait, ces vallées-là et ces points instables, ce sont des attracteurs de ces réseaux génétiques. Et donc, j'ai fait une petite collection ici des représentations de paysages qui font explicitement référence au dessin de Waddington. Voilà, il est l'original à gauche. Ici, j'ai trouvé ça dans Nature, dans une revue de Nature, pour ceux qui ont un peu plus de mal à comprendre le schéma d'origine. Ils l'ont montré 2 fois. Et puis, toutes sortes de représentations similaires. Là, ça explique clairement comment un espace de phase peut être considéré comme comme un paysage épigénétique, avec des états stables. Ici encore un autre avec des états plus ou moins stables, qui sont les plus bas sont les plus stables, bien entendu. Ou bien ici, voilà, c'est un petit schéma synthétique, je l'aime bien parce que ça synthétise le petit arbre généalogique des cellules avec la cellule souche au sommet qui va commencer à dégringoler et aboutir dans un attracteur, donc dans un état différencié phénotypique qui correspondrait à un état de cellules différenciées. Mais alors, il y a plusieurs questions qui se posent. La première question, comment est assurée la stabilité de l'état d'attracteur? Donc la réponse apportée par le paradigme génétique, que je qualifie ici de paradigme mou, étant donné qu'il n'y a plus de correspondance 1 à 1 entre le gène et l'instruction ou ce que la cellule doit faire, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes dans tout ça. N'empêche que la réponse est toujours que c'est la spécificité des interactions qui va assurer la stabilité des états. C'est-à-dire que la spécificité des interactions entre les gènes ou les produits des gènes va définir l'état attracteur. Et là, en fait, j'arrive à la fin de mon introduction. Quelle est la force motrice qui permet le passage entre les attracteurs? C'est-à-dire que pour un schéma visuel type paysage épigénétique, c'est la gravitation. Bien sûr qu'elle va rouler de haut vers le bas parce que elle est attirée vers le bas par la gravitation. Mais quel est l'équivalent biologique de la gravitation dans ce schéma? Et si on sort de cadre métaphore visuelle, dans le métaphore attracteur dans l'espace des phases, encore une fois, qu'est-ce qui détermine dans quelle direction va la cellule? Quand on revient ici, pourquoi la cellule décide d'aller dans ces directions-là et pas dans ces directions-là? Est-ce que quelle est la force? On peut dire que c'est le programme génétique, dans ce cas-là, comment? Et on peut dire que c'est l'environnement, mais dans ce cas-là, comment? Et si c'est l'environnement, alors pourquoi il finit toujours pareil? Et la troisième question qui est reliée à la première, c'est la direction. Pourquoi il va d'un attracteur à l'autre, pourquoi pas dans l'autre sens? C'est facile de dessiner une pente, mais c'est quoi la pente? Qui a fait la pente? D'où vient-elle et comment elle est définie? Donc, surtout quand on essaie de mettre ça dans un contexte de réseau. Si on se réfère à la spécificité des interactions, donc chaque gène qui est représenté ici par une petite boule interagit avec un autre de façon spécifique, et si c'est vrai ce qu'on dit que ce sont des instructions, entre guillemets, moléculaires qui vont définir comment le système doit se comporter, alors ces instructions devraient être sans équivoque. Alors, si vous prenez un panneau comme ça, et dans un contexte réel où vous êtes dans la voiture, vous avez quelques secondes pour trouver votre chemin parce que vous passez rapidement sur l'autoroute,
vous avez les enfants qui hurlent derrière, un autre qui vous double et qui klaxonne, encore un tracteur qui vient de s'engager sur l'autoroute. Alors, comment ces instructions peuvent définir dans un contexte réel vraiment la direction à prendre et pour aboutir de l'endroit où vous allez. Les instructions doivent être vraiment sans équivoque. C'est par là. Et le problème que dans le modèle actuel, qui était simple au début, qui était fondé sur l'idée de ces instructions sans équivoque, souvenez-vous de l'opéron de lactose de Jacob, qui est censé fonctionner de la même façon chez les bactéries que chez l'éléphant. Alors, on aboutit à des situations complexes où cette logique ne marche plus. Il y a un autre problème aussi, et c'était abordé dans l'introduction et bien entendu par Jean-Jacques aussi, c'est le problème de bruit. C'est-à-dire que nous savons, ce que nous avons essayé d'ignorer pendant très longtemps, ou en tout cas ne pas tenir compte pendant très longtemps, c'est que tout ce qui est vivant est extrêmement bruité. C'est-à-dire que les fluctuations aléatoires sont inhérentes à tout système mouillé, je dirais. Donc tout ce qui n'est pas cristallin, même les cristaux, mais tout ce qui est chimique, qui se passe en solution, c'est extrêmement bruité, entre guillemets. C'est-à-dire que les interactions se font de façon statistique et on peut éventuellement coller des probabilités sur certains types de résultats, mais on ne peut certainement pas prédire de façon déterministe quelle molécule va interagir avec quelle autre dans le moment suivant. Et puisque nos idées de régulation génique sont fondées sur cette histoire d'interaction déterministe et spécifique, où le gène qui est censé se situer ici va être régulé par des protéines qui vont reconnaître spécifiquement les séquences régulatrices de ce gène et qui vont interagir entre elles aussi, alors toutes ces interactions sont extrêmement bruitées. Et maintenant, il y a depuis 10-15 ans, il y a une littérature assez conséquente sur la question qui essaye non seulement de définir d'où vient ce bruit, quelle est l'étendue des bruits dans la cellule, mais aussi essaye de voir comment ce bruit est propagé dans des réseaux d'interaction génique et comment on peut assurer un fonctionnement d'un réseau d'interaction spécifique s'il y a autant de bruit, ce qu'on observe dans les cellules vivantes. Et le problème, c'est qu'on commence à aboutir à une conclusion qui s'impose de plus en plus. Et ça, je pense que c'est un article qui est fondamental, même si elle n'est pas facile à comprendre car elle est très mathématisée. Il était publié il y a à peu près 1 an. Et en fait, la conclusion que l'article tire sur la base des études théoriques, mais aussi sur un système expérimental, où il essaye de vérifier les prédictions de la théorie, c'est qu'il y a des limites auxquelles le vivant est confronté quand il veut limiter, réduire les dégâts faits par le bruit. C'est-à-dire que dans un système qui est basé sur des interactions spécifiques, si ces interactions sont bruitées, alors nous savons très bien depuis qu'on construit des machines ou des réseaux électroniques ou des ordinateurs ou des systèmes de connexion, des réseaux téléphones, etc., nous savons que le bruit peut être contourné si on renforce le réseau. Par exemple, on double chaque type d'interaction en parallèle, ou on a 2-3 fois la même chose, etc. Donc on peut assurer la fiabilité du fonctionnement de ce type de mécanisme, mais ça a un coût. Et justement, ce qu'ils ont fait dans ce papier, ils ont calculé le coût chimique, c'est en énergie, combien d'énergie qu'il faut que le vivant investisse pour assurer un fonctionnement fiable d'un réseau. Et le problème, c'est que la relation entre la quantité d'énergie à investir et la fiabilité du fonctionnement du réseau n'est pas linéaire. Mais
pour faire 2 fois mieux, il faut investir 16 fois plus d'énergie. Et donc, à ce rythme-là, si vous imaginez un petit réseau d'interaction qui régule un gène, pour que ce gène soit vraiment bien régulé, 2 fois mieux régulé qu'il est si on fait un simple réseau d'interaction, il faut investir 16 fois plus d'énergie. Et donc, les auteurs ont calculé que la cellule vivante, tout simplement, n'est pas capable de produire assez d'énergie, donc fabriquer suffisamment de composants, suffisamment de protéines, pour assurer le fonctionnement fiable de tout son réseau de régulation. Il peut éventuellement faire pour une fonction ou 2, mais il ne peut pas faire pour toutes les fonctions dont elle a besoin pour fonctionner. Donc la question se pose, comment on peut contourner ce paradoxe? Et ça, c'est pas des spéculations théoriques qui ont amené les chercheurs à se poser cette question, mais tout simplement parce qu'ils étaient confrontés à des difficultés pratiques. Donc pour revenir sur le paysage épigénétique, on n'a toujours pas répondu à la question de la gravitation. Donc nous savons maintenant que le paysage visiblement n'est pas aussi stable que ça, mais il bouge sans arrêt. Mais en plus, la question de gravitation n'était pas encore abordée. Et puisqu'on parle de l'énergie, on peut se poser si l'explication alternative ne pourrait pas venir du côté justement énergétique. En fait, si on réfléchit un tout petit peu, le vivant est un système thermodynamique ouvert qui dissipe de l'énergie en permanence. C'est-à-dire qu'il y a un flux d'énergie qui passe à travers le métabolisme de la cellule ou de l'organisme. Et cette énergie est dépensée en continu pour maintenir l'état de la cellule vivante, de l'organisme vivant, dans un état plus ou moins stable. Nous connaissons les systèmes thermodynamiques ouverts. Ils sont éloignés de l'équilibre thermodynamique. C'est-à-dire que si je prends cette bouteille et je pose ici, elle restera ici, c'est un état stable, il est thermodynamiquement stable. On n'a pas besoin d'investir de l'énergie pour le maintenir. En revanche, si je veux qu'il reste ici, je dois le maintenir avec mon bras. Il peut rester assez longtemps, mais au bout d'un moment, je commence à fatiguer et j'aurai plus d'énergie parce que c'est déjà midi et on devrait aller manger, et j'aurai plus d'énergie pour tenir dans son état stable. Donc ça, c'est un état stable, dynamique, éloigné de l'équilibre thermodynamique. Et donc, ce qui se passe dans une cellule vivante, ou dans un organisme vivant, c'est que c'est un système thermodynamique parce qu'il est ouvert, parce qu'il consomme et dissipe de l'énergie. Et pour se maintenir en état, il doit dissiper l'énergie en continu. Donc le métabolisme doit tourner en continu. Et là, je me permets de fantasmer un tout petit peu. Quelle est la différence entre une cellule vivante juste avant le moment de sa mort et la même cellule non vivante juste après le moment de sa mort? Est-ce que ce sont les gènes qui changent? Est-ce que les instructions qui changent? Est-ce que sa composition? Pas du tout. Ce qui change, c'est que c'est ce flux métabolique et flux énergétique qui s'arrête, ou qui passe peut-être en dessous d'un seuil minimum. C'est comme le vélo. Si vous arrêtez de pédaler, ça continue encore, mais il y a un moment où ça va tomber. Pour se maintenir en équilibre, il faut continuer à pédaler en continu. Donc, j'imagine une cellule vivante comme un système thermodynamique qui doit en permanence faire tourner son métabolisme. Donc, il y a une contrainte métabolique qui s'impose à la cellule vivante pour se maintenir dans un état stable. Alors, tout ça, c'est des spéculations assez théoriques. Regardons comment est le métabolisme. Peut-être ça nous renseignera un peu. Eh bien, effectivement, ça nous renseigne un peu. Mais il faut débroussailler un tout petit peu, si vous voulez, parce que si on met, c'est un schéma simplifié de métabolisme cellulaire, si on regarde ce qui se passe comme ça, ce n'est pas évident au premier regard. Mais si on essaye d'enlever tout ce qui est superflu et comment on peut procéder, on peut par exemple comparer les différents organismes vivants entre eux et regarder ce qui est en commun. Et on va très rapidement découvrir que la logique
La logique je ne sais même pas comment j'ai presque dit design, mais on ne devrait pas se dire ce genre de choses. La logique de métabolisme est identique dans absolument tous les organismes vivants sur la Terre. Nous ne savons pas comment ça se passe sur d'autres planètes, mais en tout cas ici chez nous, c'est comme ça. Nous avons une logique très simple qu'on peut résumer en gros avec quelques flèches et un petit cercle au milieu. Et même ça a l'air encore un peu compliqué. Donc je vais encore simplifier un peu plus et après on peut revenir là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez deux grands modules dans le métabolisme. Je reviens plutôt ici. Le premier module, c'est la partie qui se déroule en absence de l'oxygène, ou qui peut se dérouler en absence... Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il s'agit d'une réaction redox, c'est-à-dire que réduction-oxydation. Donc tout le métabolisme est un grand réseau de réactions chimiques de réduction et oxydation couplées. Donc vous avez l'entrée de tout ce qui est nutriments, donc les protéines, les saccharides, les polysaccharides ou des sucres, la graisse, etc. Et il est décomposé en petites molécules pour produire de l'énergie. Et à la fin, si on va jusqu'au bout, on va produire de dioxyde de carbone et de l'eau. Et pour cela, la cellule ou le vivant utilise de l'oxygène. Si le processus va jusqu'au bout, on a toujours à la fin de l'eau et de CO2. Les deux modules interviennent ici, c'est-à-dire que la première partie se déroule sans oxygène. On n'a pas besoin de l'oxygène pour décomposer toutes les molécules jusqu'à acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est une sorte de joli joker dans le métabolisme. C'est vraiment le point crucial où les deux modules sont connectés ensemble. L'acétyl-CoA a le choix, entre guillemets, soit de partir dans le cycle de Krebs et donc d'être oxydé complètement jusqu'au CO2 et de l'eau. Et ça, cette partie-là va consommer de l'oxygène. Ou bien, ici même, l'acétyl-CoA peut être utilisé pour la biosynthèse. Donc c'est le point de départ de synthèse de tout ce qui compose la cellule. Les protéines, des polysaccharides et des lipides sont construites à partir de l'acétyl-CoA. Je simplifie un tout petit peu, pas beaucoup. C'est vraiment la logique fondamentale. Alors, l'énergie pour la biosynthèse est produite par les réactions de décomposition, bien entendu, de l'oxydation, sauf que le récepteur de l'électron, dans ce cas-là, n'est pas l'oxygène, mais ces molécules qui ont ce nom barbare, comme NAD, NADH, NADPH, ou encore d'autres. Ce qui est important à retenir ici, c'est que la première partie donc, qui se déroule sans oxygène produit très peu de molécules d'ATP, produit de l'acétyl-CoA et produit des intermédiaires, des molécules intermédiaires qui transportent l'électron. En fait, ce sont des molécules énergétiques comme le ATP. Et la partie oxydation proprement dit, qui se déroule dans la mitochondrie, va produire 36 molécules d'ATP, donc 18 fois plus que la première partie. En revanche, il va produire que de CO2 et d'oxygène. Alors maintenant, si on réfléchit un tout petit peu, on peut encore simplifier plus que ça. Donc on a l'entrée de glucose, on fabrique de l'acétyl-CoA, et soit on l'utilise pour la biosynthèse, soit on le brûle et on fabrique de l'ATP. Pour la biosynthèse, on n'a pas besoin d'ATP. En fait, c'est un détail qu'on oublie souvent, que toutes les étapes clés, et c'est là où je simplifie, parce que bien sûr qu'on a besoin de l'ATP pour la biosynthèse, mais les étapes clés de biosynthèse utilisent comme donneur d'électrons
donc comme l'apport énergétique, les molécules qui sont fabriquées à ce stade, donc de NADH et NADPH. L'ATP est utilisé seulement pour certaines étapes de la réaction, mais bon, l'ATP, il y en a tout le temps, même dans la phase anaérobe, il y a un peu d'ATP qui est fabriqué. En revanche, si on va jusqu'au bout, on va disposer de beaucoup d'ATP et on va disposer de CO2 et de l'eau. Rien ne peut être synthétisé à partir de ces deux molécules. Donc la cellule, si elle veut, entre guillemets, grandir, elle doit s'arrêter à ce niveau-là et passer en mode biosynthèse. En revanche, si elle brûle tout, elle va disposer de beaucoup d'argent, si vous voulez, sauf que cet argent est inutile si elle veut racheter des composants pour se construire. Donc, en gros, chaque cellule est confrontée à un choix métabolique à un moment donné de sa vie, et ce choix métabolique va, encore une fois, être déterminé par une sorte de contrainte thermodynamique. Parce que les réactions redox se déroulent selon des contraintes thermodynamiques de leurs composants. Ils vont toujours vers le potentiel redox le plus réduit. Alors, le meilleur récepteur d'électrons, c'est l'oxygène. En présence de l'oxygène, tout sera aspiré vers l'oxygène. Donc, tout va essayer d'aller jusqu'au bout pour synthétiser de l'ATP et de rejeter de CO2 et de l'eau. Et en absence de l'oxygène, la cellule va être contrainte de biosynthétiser parce que c'est le seul moyen de maintenir le flux métabolique en permanence. Alors, j'ai extrêmement simplifié cette logique parce que c'est quand même plus compliqué que ça, mais déjà cette logique-là, elle peut être observée dans la vie réelle, soit dans une expérience, vous placez les cellules par exemple dans un incubateur où il y a très peu d'oxygène et l'autre moitié de la population dans un autre incubateur où il y a beaucoup d'oxygène, vous allez voir que les cellules qui sont avec peu d'oxygène, elles prolifèrent beaucoup plus vite que les cellules sont avec beaucoup d'oxygène. Si vous regardez ce qui se passe dans l'embryon, vous allez voir que dans l'embryon, là où les cellules prolifèrent et grandissent et font grandir l'embryon, ce sont des régions qui sont les plus éloignées des vaisseaux sanguins, donc qui sont les plus éloignées des sources d'oxygène. Tandis que quand ils sont exposés à l'oxygène, elles commencent à se différencier. Je ne vais pas multiplier les exemples, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup d'exemples. Nous savons que les cellules souches, par exemple, se sentent mieux, entre guillemets, en hypoxie, et les cellules différenciées sont produites à partir de cellules souches dans des conditions plus oxygénées, et ainsi de suite. Encore un autre exemple, les cancers, par exemple. Nous savons que les cellules cancéreuses utilisent tous ce mode de fonctionnement. Ça s'appelle effet Warburg, et d'ailleurs, c'est la seule chose qui est en commun entre les cellules cancéreuses de différents types. Ce n'est pas le type de mutation génétique, mais c'est leur façon de métaboliser leurs ressources qui les rendent semblables. Donc la logique de métabolisme anaérobe, prolifération sans différenciation, métabolisme aérobe, différenciation et peu de prolifération peut être établi. On peut faire un petit schéma comme ça si vous voulez. Je ne vais pas continuer sur cette idée trop longtemps, juste pour dire que tout ce qui est fonctionnement, ou presque tout ce qui est fonctionnement de cellules différenciées, utilise comme source d'énergie l'ATP, et ce qui est nécessaire, les sources d'énergie nécessaires pour la biosynthèse utilisent NADH, NADPH ou FADH. Donc, là aussi, on voit très bien cette dichotomie de métabolisme. D'accord, mais quel rapport avec les gènes? Parce que quand même, on est parti des gènes et nous savons quand même que les gènes contribuent parce que c'est quand même les gènes qui codent pour les protéines, par exemple. Donc, comment on peut relier cette logique métabolique que j'ai esquissée rapidement, d'une part, et de l'autre part, le fonctionnement des gènes qui sont
quand même, nous savons qu'ils sont exprimés de façon différente selon le phénotype de la cellule. Donc, au cours de la différenciation, il y a certains gènes qui vont s'arrêter à être transcrits et d'autres qui vont s'activer et qui permettront la production d'autres types d'enzymes ou de protéines dans la cellule. Donc, comment ces changements métaboliques sont convertis en changements d'expression génique? Ben, on peut revenir de nouveau rapidement sur ce schéma de régulation génique. Donc, nous avons fait attention à cette partie-là, donc l'interaction spécifique entre les protéines. Nous n'avons pas vraiment fait attention à cette partie-là et nous continuons d'ailleurs. Ça commence à maintenant émerger comme un problème, mais depuis quelques années seulement, depuis une dizaine d'années seulement. En fait, nous savons pourtant depuis très très longtemps que l'ADN n'est pas en état libre dans le noyau de la cellule. On n'a pas une sac à ADN dans le noyau. L'ADN est complexé à des protéines, donc il forme ce qu'on appelle la chromatine. Et la chromatine a une structure assez bien connue en nucléosome, c'est-à-dire que vous avez des molécules de base qui sont des histones. 8 molécules d'histones forment une sorte de globule, et sur ces globules est entouré le fil de l'ADN. Il y a 2 tours, en fait ces petits cylindres symbolisent ici le nucléosome. 2 tours d'ADN autour d'un nucléosome, et on peut même observer en microscopie électronique que ça ressemble à des perles, un collier de perles. Si on ouvre le noyau, on voit bien qu'il y a les petits nucléosomes. Mais les nucléosomes forment aussi des complexes encore plus compliqués, ce qu'on peut observer sous forme de chromatine. Les chromosomes métaphasiques, par exemple, c'est la chromatine très condensée. Donc, quand on voit une cellule se diviser, on voit la formation des petits chromosomes. C'est de la chromatine, donc c'est des histones avec l'ADN qui est entouré. Alors, nous savons aussi que quand un gène est éteint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transcription sur ce gène, ben, il forme ce qu'on appelle chromatine condensée ou hétérochromatine, et que cette chromatine doit être ouverte pour rendre l'ADN accessible. Alors, ce qui est sur le schéma, c'est PowerPoint, donc comme nous savons, c'est simple de rajouter des flèches. Vous rajoutez une flèche activateur, et hop, la chromatine est ouverte, et la régulation peut jouer. Et vous rajoutez une flèche répresseur dans l'autre sens, et la chromatine est fermée. Mais comment ça se passe dans la réalité? En sachant que les molécules qui reconnaissent la séquence de l'ADN ne peuvent pas accéder à l'ADN quand elle est sous cette forme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des molécules hyper spécifiques qui vont reconnaître les séquences régulatrices d'un gène, mais ils ne peuvent pas accéder à cette séquence, tout simplement parce qu'elle est emballée dans la chromatine et n'est pas accessible. Donc, comment l'activateur peut ouvrir? Ben, c'est une question qui n'est pas encore élucidée. Donc, ça forme un paradoxe parce que pour que le mécanisme spécifique puisse fonctionner, il faut qu'il ouvre d'abord la chromatine. Mais comment ouvrir la chromatine autour du gène qui doit être régulé spécifiquement quand on ne peut pas voir sa spécificité, c'est-à-dire que sa séquence? C'est un problème de l'œuf et de poule, en quelque sorte. Alors, heureusement qu'il y a le bruit. Parce que, et en fait, c'est la seule explication possible, et maintenant nous savons en plus que ce bruit est mesurable, donc il existe et il est mesurable. Cette structure elle n'est pas si stable que ça. Malgré sa stabilité apparente, à cause de ce bruit thermique, d'agitation thermique, il y a des associations, dissociations des composants en permanence. Donc en fait, il y a un jeu qui se fait, il y a des protéines qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent, et donc il y a un échange permanent entre ce que nous voyons comme une structure stable, qui est la chromatine, et ses composants. Je n'ai pas ramené ici plus d'illustrations que ça,
mais vous pouvez imaginer ça encore une fois, comme un système dynamique qui existe sous nos yeux, parce qu'on peut observer même sous le microscope, mais dont les composants s'échangent en permanence à un rythme absolument incroyable. C'est-à-dire que la demi-vie d'une molécule de chromatine, de d'histone, ça peut durer de quelques minutes à une demi-heure. Donc vous avez un chromosome métaphasique, par exemple, et en une demi-heure, donc en moins de temps que la division elle-même, tous ces composants s'échangent. Et pourtant, vous voyez sous vos yeux en permanence. Donc, c'est une structure qui est apparemment stable, mais dans la réalité est extrêmement dynamique. D'habitude, je compare ça à une foule de spectateurs, par exemple. Si vous avez un spectacle de rue, vous avez une foule autour, et vous voyez le cracheur de feu, il attire beaucoup de spectateurs. Et si vous revenez une demi-heure plus tard, vous voyez toujours la foule autour de même cracheur de feu, sauf qu'il n'y a pas une seule personne qui soit le même dans la foule. Parce qu'il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais vous avez une structure qui est stable dans le temps. Donc, les structures moléculaires, à cause de ce bruit qui est intrinsèque, qui est tout le temps là, et qui est tout simplement thermodynamique, ce n'est pas information, ce n'est pas spécificité, au contraire, c'est quelque chose qui est tout le temps là et qui est totalement non spécifique. Et ce bruit fait que ces structures qui sont apparemment stables et observables à notre échelle de temps, en fait, sont extrêmement dynamiques à une échelle de temps qui est beaucoup plus courte que l'échelle de temps dont nous disposons, en fait, de nos observations. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que cette chromatine-là, elle s'ouvre et se ferme sans arrêt. Et c'est ces moments d'ouverture qui permettent à l'interaction, qui permettent l'interaction de l'ADN avec des protéines comme l'ARN polymérase ou d'autres protéines qui vont stabiliser de façon très transitoire, encore une fois, ces interactions et qui permettent la transcription des gènes. Et une fois cette transcription démarre, elle peut après recommencer plus facilement parce que la chromatine reste coincée beaucoup plus souvent dans l'état ouvert que dans l'état fermé. Donc, en fait, si on essaye de raisonner de façon un peu anthropocentrique, si la cellule veut activer un gène qui est inactif, elle doit augmenter l'agitation à l'intérieur jusqu'à ce que ce gène puisse être activé. Et si elle veut stabiliser l'expression des gènes dans l'état où il a l'intérêt de diminuer le bruit. Si on vous demande maintenant que vous avez 3 secondes pour changer de place, tout le monde se lève et tout le monde essaie de changer de place. Donc il y aura un énorme désordre. Et on peut dire restez à votre place, tout le monde reste sagement à sa place, le bruit va diminuer. Alors maintenant, on peut induire ce bruit. Par exemple, on ouvre la porte, on laisse entrer un lion. Je vous garantis qu'il y aura beaucoup d'agitation, mais dès qu'on sort le lion, tout le monde va se calmer et donc le bruit va diminuer. Donc, la cellule peut utiliser, éventuellement, si on réfléchit encore une fois de façon anthropocentrique, la cellule, pour changer le profil d'expression de ces gènes, donc éteindre des gènes et rallumer d'autres, il doit générer du bruit pour ouvrir la chromatine. Alors, comment ce bruit peut être généré? Et c'est là où on arrive un peu à l'essentiel. C'est que nous savons que les composants de la chromatine portent des modifications chimiques, qu'on appelle des modifications épigénétiques. Ces modifications sont des modifications covalentes des protéines qui sont comme l'acétylation, méthylation, phosphorylation. Il y en a plein d'autres. Il y en a encore un autre qui a été découvert cette semaine ou la semaine dernière. Ces modifications-là sont catalysées par des enzymes, donc ils ne se font pas au hasard. Ils sont catalysés par des enzymes et ils sont réversibles, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres enzymes qui sont là pour les enlever, pour rétablir la situation de départ. Et en fait, ces modifications-là ont la conséquence de changer la stabilité des interactions entre les histones et les différentes protéines qui composent la chromatine.
Donc vous avez certains types d'interactions, comme l'acétylation ou phosphorylation de certains acides aminés dans les histones, qui sont caractéristiques pour la chromatine ouverte. C'est-à-dire que dans cet état-là, la chromatine est moins compactée, c'est-à-dire que c'est dynamique et beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est l'état bruité, si vous voulez, de la chromatine. Et d'autres types d'interactions qui se caractérisent par l'absence j'ai dit d'autres types d'interactions, d'autres types de modifications caractérisent l'hétérochromatine, donc la chromatine compactée. Ça, c'est l'état plus stable où l'agitation ou le bruit est diminué. Alors, quand on regarde le type de ces modifications, c'est à peu près la même chose pour vous montrer que quand la chromatine est active, elle a certains types de modifications, comme indiqué ici. Et quand la chromatine est inactive, rendent moins accessible l'ADN, les modifications sont différentes. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Surtout parce qu'un schéma statique ne peut pas vraiment vous montrer la dynamique de la chose. Ce qui est important, en fait, que ces modifications-là utilisent comme substrat des petites molécules qu'on connaît déjà du métabolisme, parce qu'ils jouent leur rôle central dans le métabolisme. C'est-à-dire que la modification majeure, qui est l'acétylation, utilise l'acétyl-CoA. Comme je disais, l'acétyl-CoA, c'est le point de passage entre la glycolyse et le cycle de l'acide citrique. Et c'est le point de départ de biosynthèse des lipides, des polysaccharides et des protéines. NADH, c'est la molécule à haute énergie qui transporte l'électron pour tous les processus de biosynthèse. ATP, vous connaissez. Tétrahydrofolate, c'est un peu plus compliqué, mais pour la tétrahydrofolate, on a besoin de manger de l'acide folique. Donc nous connaissons l'acide folique essentiel parce que l'organisme ne peut pas le synthétiser. Et la tétrahydrofolate est synthétisée à partir de l'acide folique et de l'ATP. Et ainsi de suite, j'ai mis 4 ici. Donc vous voyez ici que ce qui est central dans le métabolisme et ubiquitaire dans le métabolisme est aussi central et ubiquitaire pour modifier la chromatine et pour augmenter ou diminuer le niveau de bruit dans la chromatine. Donc nous avons un lien chimique, biochimique, évident, clair et net entre le métabolisme cellulaire et la façon dont la chromatine peut fonctionner. Alors évidemment, ça ne donne pas d'explication pour une régulation spécifique des gènes, mais ça donne une explication comment la cellule peut réguler, entre guillemets, pour augmenter ou diminuer le niveau de bruit dans son noyau. Et ce bruit va augmenter ou diminuer en fonction de son état métabolique, parce que la concentration de ces substrats va changer en fonction de l'état métabolique de la cellule. Et en fonction de quoi l'état métabolique de la cellule va changer, en fonction de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que ce qu'elle va manger et s'il y a de l'oxygène ou assez ou peu d'oxygène autour. C'est pas simplement des spéculations, parce que maintenant nous avons des observations qui indiquent clairement, là c'est le titre d'un article publié il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2009, où on démontre clairement ce rapport direct entre l'état métabolique des cellules et l'état de la chromatine dans ces cellules. Donc on peut manipuler ce système maintenant en bloquant certaines voies métaboliques qui vont moduler la concentration de l'acétyl-CoA à l'intérieur de la cellule, et en fonction de ça, on peut observer les changements dans la chromatine. Bon. Pardon ? On va être limité par le temps. Je vais terminer, justement, je suis à la fin. Donc, juste pour montrer qu'on peut aussi établir des corrélations entre le métabolisme carbonique et la différenciation des cellules. Donc, il y a des observations directes maintenant qui montrent, encore une fois, comment les contraintes métaboliques vont permettre ou forcer la cellule de se différencier dans une direction ou dans une autre. Donc, tout ce que j'ai présenté comme spéculation très simplifiée, finalement, repose aussi sur des observations réelles. Et donc,
c'est là où je veux rejoindre le topo de Jean-Jacques et terminer mon topo. C'est qu'à partir du moment où nous avons un système de générateur de variation, je l'ai appelé bruit ici, uniquement pour des raisons historiques, parce que tout le monde l'appelle bruit dans la littérature, mais en fait c'est un générateur de variation. C'est-à-dire que si on augmente ce bruit, si on augmente la dynamique de la chromatine, on va permettre à des tas de gènes à se réexprimer ou s'exprimer et produire des protéines. Donc on crée une variabilité. Donc à partir d'une cellule, on peut créer toute une variété de phénotypes transitoires différentes. Parce que ces phénotypes différents vont commencer à interagir entre eux et vont se stabiliser. Certains phénotypes vont se stabiliser mutuellement et d'autres vont continuer à être bruités et chercher leur place ou disparaître tout simplement jusqu'à ce qu'ils trouvent la stabilisation. Donc on a un processus où le changement extérieur à travers le métabolisme va générer du bruit dans la cellule qui peut générer une variabilité d'expression génique et grâce à l'interaction entre les cellules et entre l'environnement et les cellules, certains vont se stabiliser, on retourne à un état moins bruité ou plus calme. Donc nous avons ici l'implémentation de ce schéma théorique de variation-sélection que Jean-Jacques vous a présenté tout à l'heure. Donc jusqu'à maintenant, on avait l'idée, pour résumer rapidement, on avait l'idée de mécanismes de régulation génétique de la différenciation qui était fondée sur la régulation spécifique. On s'est rendu compte que cette régulation, elle est bruitée, et on s'est rendu compte aussi qu'elle est tellement bruitée qu'elle ne peut pas fonctionner. Et ce que je propose, c'est le bruit avec régulation, si vous voulez. Donc, on change de perspective, on change de... C'est plus la Terre au milieu, mais c'est le Soleil. On met le bruit, la variation au milieu, et la génération de bruit qui est l'événement clé, ou l'événement, le point de départ du processus. Et la régulation, en fait, n'est pas vraiment régulation, mais plutôt contrainte, qui peut imposer un certain ordre dans ce système qui est désordonné. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter. Et je pense que effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer comment, à partir d'une réflexion théorique qui a abouti à une proposition claire, d'une théorie claire, on peut, en changeant de perspective sur ce qu'on connaît déjà, sur ce qu'on sait déjà, ce qui est bien établi, donc il n'y a pas de nouvelles découvertes ou nouveaux faits décrits, on peut aboutir en remaniant nos connaissances, à essayer de voir si ce nouveau point de vue est applicable ou non à ce qu'on sait déjà. Voilà. Merci.